Bonjour à toutes et tous et merci à la CGT pour cette invitation. Donc moi je suis sociologue donc à Aix-Marseille Université, à la fac de lettres d'Aix-en-Provence et chercheur au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Et mes recherches portent sur les transformations de l'enseignement supérieur et la recherche, en particulier des universités en France, mais j'ai beaucoup travaillé avec et sur d'autres pays européens, en particulier l'Angleterre. On pourra y revenir à la fin, puisque sur la question, je terminerai sur la question des droits d'inscription, et l'Angleterre est intéressante à regarder à ce niveau-là, quoi. Et d'autre part, j'ai été élue dans de très nombreuses instances de l'université depuis une trentaine d'années que j'y suis maîtresse, enfin, quand j'y étais maîtresse de conférence. Et ça nourrit ma réflexion de chercheur. Voilà, donc je vais repartir des grandes caractéristiques de l'université française telle que elle a été construite après 1968, donc c'était la loi Faure, et après 1984 avec la loi Savary. Et je vais tâcher de montrer ce que les différentes réformes depuis bientôt 20 ans ont changé à ce modèle. Je commencerai par la loi LRU, loi d'autonomie sur les universités, adoptée en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy et le ministère de Valérie Pécresse, puisque la loi LRU, on en parlait avec Hendrik Davy, constitue le premier point de rupture dans ce modèle. Je continuerai par les fusions, le développement du financement à la performance, à l'excellence, par les appels à projets, par Parcoursup, par les établissements publics expérimentaux ou EPE, de réforme de Parcoursup et EPE de 2018, sous la présidence d'Emmanuel Macron et le ministère de Frédérique Vidal, les EPE constituant pour moi le deuxième point de rupture et même un point de bascule potentiel, comme j'espère vous le montrer, par la LPR, ou loi de programmation de la recherche fin 2020, par les comptes ou comptes de moyens et de performance, devenus des comptes 100%. C'est avec eux qu'on nous terminerons ce panorama. Voilà, la plupart de ces réformes, en fait, ont donné lieu à des mouvements sociaux au sein de la communauté universitaire, dont AMU. Donc, vous voyez que c'est un gros morceau que je dois faire tenir en maximum 40 minutes. Je vais tâcher d'en faire un résumé de tout ça, mais tout en ne tombant pas dans la simplification. Certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être très bien tout ce dont je vais parler, donc j'espère ne pas être trop basique pour ceux qui la connaissent bien, mais l'idée était quand même de faire quelque chose, y compris pour des gens qui connaissent mal ce processus, quoi. Donc, je retiens 5 caractéristiques à ce modèle d'après 1968 et 1984. La première, c'est l'université comme entité publique avec un mode d'organisation uniforme et démocratique. La deuxième, c'est un mode de financement par subvention de l'État, dont le montant est déterminé sur la base de critères valables pour tous les établissements. La troisième, c'est le statut de fonctionnaire d'une grande partie de ces personnels. Pour les enseignants et enseignantes, chercheurs, ce statut de fonctionnaire est le garant minimal de la liberté académique. Le quatrième, c'est la quatrième caractéristique, c'est l'accès de droit pour tout bachelier. Je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais disons rapidement que ce droit a été remis en cause par l'instauration des capacités d'accueil, puis de Parcoursup. Et la cinquième, ce sont des droits d'inscription à la fois modestes et uniformes, fixés par arrêté ministériel. Voilà. Donc la première caractéristique, je disais un mode d'organisation uniforme et démocratique. Ça signifie en fait qu'à chaque niveau organisationnel, de bas en haut, le département, les unités de formation et de recherche de l'UFR et le niveau central, eh bien, on trouve un ou des conseils constitués d'élus, des étudiantes et étudiants, d'une part, du personnel administratif, d'autre part, des enseignantes et enseignants-chercheurs et des personnalités extérieures, des conseils qui sont dirigés par un ou une enseignante-chercheur élue parmi ses membres, suivant un cadrage légal inscrit dans le Code de l'éducation. On pouvait faire de nombreuses critiques à ces modes de fonctionnement concrets de cette organisation.
Il n'empêche que l'on a affaire à un mode d'organisation démocratique. Donc, si nous regardons son évolution en nous focalisant sur le conseil d'administration, on ne va pas regarder tous les échelons, à partir de la loi Savary, donc 1984, le conseil d'administration comprenait de 30 à 60 membres, en sachant que quasiment toutes les universités avaient opté pour le maximum, 60 membres. La loi LRU, donc 2007, je vous rappelle, partant de l'idée que le trop grand nombre de membres du CA créait lenteur et inefficacité, a diminué ce nombre et a donné plus de poids aux personnalités extérieures. Depuis la LRU, les CA comprennent de 20 à 30 membres, donc vous voyez que c'est une diminution de moitié. Une autre caractéristique importante de la loi LRU est qu'elle accorde beaucoup plus de pouvoir au président. Une troisième caractéristique concerne la dimension budgétaire sur laquelle je reviens dans mon point suivant. La fin des années 2000 voit également la concrétisation d'une autre politique, c'est la fusion des universités. Ce sera le cas des 3 universités d'Aix-Marseille qui ont fusionné pour devenir Aix-Marseille Université au 1er janvier 2012. Ces fusions ont évidemment accentué très fortement l'effet de la LRU. Quant à la réduction du nombre des élus et du nombre de personnalités extérieures. Je veux bien, Pascal. Et si on prend le cas du CA d'AMU, on va y voir clairement cet effet cumulé de la LRU et de la fusion, puisque vous voyez qu'avant la LRU, je vous disais 60 membres, quasiment toutes les universités avaient opté pour 60. Les 3 universités, Aix-Marseille 1, plus 2, plus 3, ça faisait 180 membres, dont environ 80 représentants des enseignants et enseignants-chercheurs, 45 des étudiantes et étudiants, 27 des personnels non enseignants, 54 des personnalités extérieures. Après cela passe donc et la fusion et la LRU, plus la loi Fioraso, mais j'ai fait bref. On passe à 36 actuellement. Il y a 36 membres au CA d'Aix-Marseille Université. 16 enseignantes, représentants d'enseignants, enseignants-chercheurs, 6 d'étudiantes et étudiants, 6 de personnel administratif et 8 personnalités extérieures. Et donc, vous voyez qu'il n'y a plus que 6 élus étudiants pour représenter 80 000 étudiantes et étudiants. Il n'y a plus que 16 plus 6, 22 personnels pour représenter 8 000 personnels, quoi. Voilà. Ceci étant, et je vais passer aux EPE, ça représente malgré tout 83% des membres du CA sont des élus de personnel et étudiants. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que cela, mais vous imaginez combien la diminution de la diversité des représentants, des représentés aussi, a été très forte. Et puis, en sachant que ce phénomène, il se reproduit au niveau inférieur, puisque, par exemple, en ALSH, nous étions 5 UFR, nous ne sommes plus qu'une UFR unique. Voilà. Donc ça, c'était encore dans le mode université, on va dire, avant l'ordonnance du 12 décembre 2018, qui permet la transformation... tu peux arrêter, ouais, excuse. Qui permet la transformation des universités en établissements publics expérimentaux, ou EPE. Leur cadre légal est très minimaliste. Ils sont créés un par décret. Leur organisation interne est fixée dans leur statut et un grand nombre d'éléments sont renvoyés au règlement intérieur de l'établissement en question. Il y a donc une dérégulation, une complexification très forte. Et on s'achemine vers un système universitaire où chaque établissement fonctionne avec ses propres règles d'organisation. 3 points méritent une attention particulière concernant les EPE. Tout d'abord, ces EPE peuvent regrouper ou fusionner des établissements publics et des établissements privés. Généralement, ils regroupent une ou plusieurs universités avec des écoles de statut, eux-mêmes au statut variable. Deuxièmement, en matière d'organisation interne, les EPE ne sont plus fondés, quasiment plus fondés sur des UFR, dont je vous parlais tout à l'heure, mais généralement sur une école universitaire de premier cycle,
transversale à toutes les disciplines, dont le directeur ou la directrice est le plus souvent nommé par le président ou la présidente du nouvel établissement. Puis au niveau master et doctorat sur des EUR, écoles universitaires de recherche, ou graduate school, ou on trouve encore le terme d'institut, qui sont eux des regroupements disciplinaires ou fondés sur des objets d'études. Voilà. Et les directeurs ou directrices de ces EUR, graduate school et tout ça, sont également généralement nommés par le ou la présidente de l'EPE. Voilà. D'autres formules peuvent exister. Ainsi, à Paris-Saclay, qui est un des premiers EPE, l'école universitaire de premier cycle est dotée d'un conseil constitué d'élus, de représentants des différentes structures de l'EPE et de personnalités extérieures. Et en fait, le président ou la présidente de ce conseil est élu parmi les personnalités extérieures. Ce qui signifie que le président ou la présidente de l'école universitaire de premier cycle peut être un représentant d'une collectivité locale, d'une chambre de commerce, d'une entreprise. Et c'est d'ailleurs le cas donc de Paris-Saclay, où le président actuel est directeur chez Thales. S'agissant ensuite de leur organe de direction, à ces EPE, un conseil d'administration, ce qui en tient lieu, puisque les noms varient, et de leur président ou présidente, le nombre de membres du CA n'est pas fixé. Il relève là aussi du décret. Le seul cadrage en fait qui est présent dans l'ordonnance, c'est spécifié que l'organe de direction contient au minimum 40% d'élus. Donc vous voyez que je vous rappelle qu'on était à 83% dans le cas d'une université classique après LRU et Fioraso. Cette réduction du nombre des élus s'est faite particulièrement au détriment des représentants étudiants et des représentants des personnels administratifs. En fin de compte, le ou la directrice ou président de l'EPE peut ne pas être élu, j'oublie de regarder les gens à distance, mais peut ne pas être élu, peut exercer un nombre illimité de mandats et peut ne pas être enseignante ou enseignant-chercheur. C'est le cas de l'université Clermont-Auvergne, où la présidente du CA, qui n'est pas la présidente de l'EPE, donc il y a encore une double structure, mais est depuis mars 2021 la déléguée territoriale d'Engie Auvergne. Le fait qu'il et elle ou elle puisse ne pas être enseignant-chercheur ne pose pas seulement une question de collégialité et d'indépendance vis-à-vis du monde socio-économique, mais pose aussi la question du salaire ou du traitement. Si il ou elle n'est pas fonctionnaire, quel sera son niveau de salaire non soumis à la grille de la fonction publique ou ses modalités de rétribution. Donc toutes les possibilités organisationnelles données par cette transformation en EPE n'ont certes pas été activées par les EPE déjà nés, mais tout est en place pour qu'elles puissent l'être. Ainsi, l'EPE constitue le point de bascule potentiel concernant cette première caractéristique de l'université française, son mode d'organisation démocratique, collégial et relativement indépendant du monde socio-économique. Au bout de 2 ans, l'établissement expérimental peut demander à prendre le statut de grand établissement, ce qui est depuis longtemps déjà le cas de l'Université Paris-Dauphine ou de Sciences Po Paris. En janvier 2026, donc aux dernières nouvelles, 23 universités avaient pris le statut d'EPE, 7 en sont déjà sortis pour devenir des grands établissements, dont Paris Sciences et Lettres, PSL, l'Université Grenoble-Alpes, l'Université Côte d'Azur, Cergy, Panthéon-Assas, Gustave Eiffel, et je vais en oublier une ou deux. 45 universités ont gardé le statut classique, dont AMU. C'est donc un tiers des établissements universitaires qui sont sortis du droit commun. À ma connaissance, la CGT demande régulièrement depuis 6 ans à la gouvernance d'AMU quel est son projet en termes de statut, et il lui a toujours été répondu que la transformation en EPE n'était pas dans les projets de notre gouvernance et présidence. Donc si j'en viens maintenant à la seconde caractéristique, vous disiez un mode de financement par subvention de l'État
déterminés en fonction des besoins, donc sur la base de critères identiques pour tous et différenciés en fonction des disciplines. Il s'agissait de ce qu'on appelait les normes San Remo, qui retenaient en particulier le nombre d'étudiants. Donc j'en venais au financement. Et je disais que les normes San Remo, donc la manière dont c'était financé avant qu'il y ait de grandes transformations, c'était essentiellement sur la base de critères tels que le nombre d'étudiants, le nombre de personnel et le nombre de mètres carrés à entretenir. C'était donc les principes d'uniformité et d'égalité de traitement sur le territoire national qui étaient au fondement de ce mode de financement. Je dis bien les principes, hein, on reviendra sur la mise en œuvre, c'est pareil, il y a des choses à dire sur la mise en œuvre, mais le premier changement en fait a eu lieu en 1988 sous le deuxième mandat présidentiel de François Mitterrand. Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et il instaurait une part contractuelle. Chaque université élaborait un projet, négociait avec le ministère et pouvait obtenir pour les projets proposés des ressources supplémentaires par rapport à la subvention de l'État basée sur les normes San Remo. Et la part contractuelle, je vous dis tout ça parce que vous allez voir qu'on va retrouver les éléments dans le compte, mais la part contractuelle représentait environ 5% du budget de fonctionnement. En sachant que à l'époque, la LRU n'était pas encore arrivée et donc les salaires des fonctionnaires ne faisaient pas partie du budget des universités, mais étaient payés directement par le ministère. Et donc ce mode de financement, il se caractérisait, il faut bien le dire, par un sous-financement chronique. Ce sous-financement chronique existe depuis que les universités existent en France. Ça signifiait, et ça signifie toujours, on va voir que ça s'est aggravé en plus, mais évidemment un sous-encadrement administratif et pédagogique et enseignant. En 2007, tous les acteurs reconnaissaient la nécessité d'une augmentation du budget d'1 milliard par an pendant 5 ans, hors recherche, pour remédier à ce sous-financement. Et c'est également l'analyse qu'a faite le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, au mois de juillet dernier. 1 milliard d'euros supplémentaires, mais maintenant sur 10 ans, hors question immobilière. Donc 3 politiques vont venir modifier ce mode de financement. Il s'agit tout d'abord de la LRU, donc pour rappel, qui a été votée en 2007, mais mise en place progressivement entre 2009 et 2012, qui a rendu le budget de chaque université, on l'appelait global, c'est-à-dire incluant le traitement des fonctionnaires, ce qui a multiplié le budget de la plupart des universités par 2 ou 3. Alors évidemment, l'État a transféré aux établissements et continue à transférer aux établissements qui en font la demande, à transférer, on va dire, le traitement des fonctionnaires, mais également, pour ceux qui l'ont accepté, la pleine propriété des biens immobiliers qui étaient jusque-là seulement mis à leur disposition. Alors évidemment, le ministère a transféré les budgets qui allaient avec, y compris une partie, une compensation pour la gestion RH, qui n'était plus faite par le ministère, mais faite par les universités. Ceci étant, la sous-évaluation et le sous-financement par le ministère de ce qu'on a appelé, ce qu'on continue à appeler le glissement vieillesse-technicité, ou GVT, est venu aggraver ce sous-financement chronique et mettre en tension financière les universités. Alors le GVT, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est en fait très simplement les salaires des fonctionnaires augmentent du fait de l'avancement à l'ancienneté. Et du coup, même si les départs à la retraite sont remplacés par des fonctionnaires plus jeunes et moins bien payés, globalement, quand même, l'université a généralement un GVT positif, quoi. Depuis 2022, cette mise en tension s'est renforcée avec l'inflation, d'une part, l'augmentation des prix de l'énergie, la compensation seulement partielle de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et des mesures salariales dites Guérini du ministre de la Transformation et de la fonction publique de l'époque.
La compensation, seulement partielle de la hausse de 4 points du CAS pension, la cotisation employeur pour les retraites des fonctionnaires, qui a donc augmenté et qui est applicable au 1er janvier 2025, et à venir la compensation seulement partielle de la part employeur de la protection sociale complémentaire, si tant est qu'il y ait une part partielle, ce dont on n'est pas encore certain. Le titre, un sociologue qui s'appelle Jérémy Sinaglia titrait un article en 2018, la faillibilité, autrement dit la mise en faillite comme mode de gouvernement des universités. Et c'était en 2018, mais c'était visionnaire, et ça prend tout son sens puisque quasiment 60 universités sur 74 ont voté un budget déficitaire en 2024-2025, alors qu'elles étaient une trentaine en 2023 et une vingtaine en 2022. On n'a pas totalement les chiffres pour 2026. C'est entre 80 et 90%, quoi. C'est le cas d'AMU depuis 2022, de voter un budget déficitaire au mois de décembre pour l'année suivante. Et de manière générale, bien l'État ne prend plus en charge, et de moins en moins, l'intégralité de la masse salariale fonctionnaire. D'un point de vue national, Hendrik David pourra nous en parler, mais le budget des universités est en stagnation depuis 2010, en euros constants, c'est-à-dire si on neutralise l'inflation, alors que les universités ont accueilli au moins 180 000 étudiants supplémentaires sur la période. Autrement dit, le budget par étudiant a chuté d'environ 10% entre 2008 et 2018, puis 14% entre 2018 et 2024. Vous voyez que le sous-financement, il s'accroît, et il s'accroît à un rythme de plus en plus rapide, quoi. Voilà. En sachant que les modalités, ce qui va nous amener au COMP et aux dernières actualités, mais les modalités de ce financement ont d'autre part évolué du fait de deux politiques, le développement du financement par appel à projet et le développement du financement à la performance. Le premier a d'abord concerné la seule recherche et a revêtu les formes successives du plan Campus en 2007-2008, puis des programmes d'investissement à venir, ou PIA, donc le PIA 1 qui a été lancé en 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le PIA 2, puis le PIA 3 en 2015 et 2017 sous la présidence de François Hollande, et le PIA 4 en 2021 sous la présidence d'Emmanuel Macron. Depuis le PIA 3, puisque je vous disais que ça avait commencé par la recherche, les appels à projets, mais depuis le PIA 3, l'activité d'enseignement des universités est également concernée. Dans tous les cas, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit d'un dispositif concurrentiel, fonctionnant sur la base d'appels à projets, de réponse des établissements, d'expertise des candidatures et d'octroi ou de refus du financement. Il est appelé à se développer encore plus avec la loi de programmation pour la recherche qui a été votée, publiée en tout cas le 24 décembre 2020. Donc ça, c'était rapidement sur le financement par appel à projet. J'y reviendrai parce que c'est très important. Le financement à la performance, lui, il s'est développé à partir de 2009, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, donc sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et c'est venu remplacer le modèle SYMPA, c'était son nom, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, système de SYMPA, système de répartition des moyens à la performance et à l'activité, qui venait remplacer les normes San Remo, et donc une partie du montant des dotations ministérielles allouées à chaque université était calculée à partir d'indicateurs de performance, tels que le taux de réussite en licence, et non plus le nombre d'étudiants, tels que le nombre d'enseignants et enseignants-chercheurs publiants, et non plus le nombre de personnel, pour vous donner, et puis la cotation des laboratoires de recherche en A+, A, B ou C. Voilà. Comme cette répartition, en fait, avec le modèle SYMPA, se réalisait sur la base d'un budget non extensible, eh bien, le gain
parce que bonne performance de certains établissements signifiait un moindre budget pour les autres. Ce modèle a été mis en sommeil, le modèle Sympa, en 2013, et depuis, on ne connaît pas les critères de détermination du montant de la subvention pour charge de service public, comme on l'appelle, donc SCSP, subvention pour charge de service public, qui est allouée à chaque université. Depuis 2023, il y a à côté de cette subvention, eh bien, un COMP, un contrat d'objectifs, de moyens et de performance, que signe avec le ministère chaque université dans le cadre de 3 vagues. AMU l'a signé dans la première vague en 2023. Le COMP représente moins de 1% du budget de fonctionnement, du budget de la subvention totale. Et en 2025, justement, je vais y revenir dans quelques instants, mais a été lancé le COMP 100%, qui est donc le contrat d'objectifs, de moyens et de performance, censé englober l'intégralité du budget des universités. Je vais y revenir, d'où son nom, COMP 100%. Et donc ces 2 modes de financement à la performance et à l'excellence ont ainsi, je pense que vous l'avez bien vu, introduit une logique de concurrence entre universités et produit des effets de concentration des ressources sur quelques universités, généralement les plus grandes. Cette logique concurrentielle, elle, s'accompagne d'une célébration de la spécialisation, de la différenciation, de l'attractivité, de la réputation, les 2 derniers termes qui viennent avec les comptes de la marque, de la signature de l'établissement. Et vous voyez à l'inverse des principes, même s'il s'agissait de principes, mais d'uniformité et d'égalité de traitement du modèle précédent. Cette logique concurrentielle, elle implique l'apparition de nouvelles dépenses, le développement de nouveaux métiers, tels que ceux de la communication, voire de la publicité. Le financement par appel à projet consomme de nombreuses ressources. Il consomme du temps de travail pour monter le projet et quand le projet a été retenu, du temps pour en effectuer le suivi, puisque l'activité de compte rendu est conséquente. Il génère ce mode de financement la création de postes de catégorie A, tels que ingénieur projet PIA, ingénieur projet européen. On a même vu des chargés d'affaires PIA, ce genre de terme. Et il consomme des ressources financières puisque toutes les universités lauréates des projets PIA ont fait appel à des cabinets privés de consultants pour les aider à monter les dossiers. Et un des principes des fonds PIA est que leur allocation en interne doit se faire sur appel à projet, ce qui démultiplie ce processus de consommation des ressources et de mise en concurrence en interne. Cette logique et ce mode de financement viennent en outre ponctionner des ressources pérennes dédiées aux missions de base de l'université. Personnellement, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, à aller au-delà de cette dimension de consommation de ressources, mais à aller sur la prédation, le ponctionnement de ressources propres et dédié à l'ensemble des étudiantes, étudiants, enseignants, enseignants-chercheurs. Je vais vous donner un exemple. Et finalement, c'est la notion de vampirisation qui m'a semblé la plus à même de rendre compte des effets de ce mode de financement. Et donc, je vous disais, je prends un exemple, l'appel à projet Nouveau Cursus à l'Université, qui faisait partie du PIA 3 et qui était la première fois où donc les appels à projet pouvaient concerner des questions d'enseignement. Eh bien, de nombreux établissements lauréats, dont Aix-Marseille Université, ont créé avec ces financements des doubles licences très sélectives, en sachant, donc à très petits effectifs, en sachant que ces financements ne permettaient pas le recrutement de personnel, même pas contractuel, mais accorder simplement un volume d'heures comp, un volume d'heures complémentaires à 40 € de l'heure, à peu près. Et du coup, les enseignantes et enseignants-chercheurs qui y enseignent depuis sont des enseignantes et enseignants titulaires qui enseignent la plupart du temps sur leur service. Et donc, ça vient en déduction du service qu'ils faisaient dans les licences classiques.
Et finalement, eh bien, les nouveaux moyens sont allés à des diplômes sélectifs qui aspirent la force statutaire des diplômes classiques et la remplacent, cette force statutaire, par des contractuels, des vacataires payés à l'heure, devant un public beaucoup plus nombreux et plus hétérogène. Et évidemment, ça apparaît assez clairement, hein, ça entraîne un processus de segmentation et de hiérarchisation interne. Et des travaux de sociologie ont montré, en particulier en matière de recherche, que cela a renforcé, hein, le financement par appel à projet, que ça a renforcé les inégalités de genre au sein de la profession académique et les inégalités ou les hiérarchies disciplinaires. Le financement par appel à projet amplifie, d'autre part, le développement d'emplois contractuels et précaires dans l'ESR. La part des contractuels parmi les enseignantes et enseignants était estimée en 2000 à 15 et 20%. Il atteint en 2019 les 32%. On n'a pas de chiffres nationaux plus récents, en sachant que ça sous-estime largement la réalité puisque les vacataires ne sont pas comptés. Hein, on ne compte que les CDD, quoi, comme on dit. Hein. Et que le pourcentage des contractuels au sein des personnels administratifs était, pour les derniers chiffres de 2019 nationaux dont on dispose, encore plus élevé, puisqu'ils atteignaient les 38%. Au niveau d'AMU, la part des contractuels chez les enseignants et les personnels administratifs ensemble, mais chez les enseignants non compris non plus les vacataires, eh bien, a passé la barre des 40% en 2022. Je vous cite une phrase du rapport social unique de 2022. Hein. Globalement, la proportion des contractuels augmente de 3,2 points depuis 2020, puisque le rapport social unique prend 3 années regarde 3 années en arrière, principalement lié au financement de supports d'emploi en CDD via les appels à projets. Ce mode de financement participe d'autre part, ça rejoindra dans mon premier point, à l'appauvrissement de la dimension démocratique, puisque les instances intermédiaires, conseil du FR, école doctorale, conseil des écoles doctorales, votent le budget, classent les candidatures. Or, les financements par appel à projet échappent totalement à ce fonctionnement. Et ce sont le ou les chercheurs qui ont rapporté le projet qui ont élaboré le budget prévisionnel et qui en assurent la réalisation et qui recrutent les doctorants et doctorantes, les postdocs et les chercheurs contractuels. Ce mode de financement permet ainsi le développement de zones de pouvoir peu régulées. Donc les recrutements, ils sont beaucoup moins encadrés que par la voie classique. Ils reposent sur le ou les chercheurs porteurs du projet, comme je vous disais. Et finalement, si on conjugue les modes d'organisation des EPE et le financement par projet, ces deux aspects participent largement au développement de rapports d'allégeance, qui sont pas nouveaux à l'université, mais qui étaient médiatisés quand même par un certain nombre d'instances, et donc participent au développement des rapports d'allégeance et pourraient s'inscrire dans ce que Alain Supiot, un juriste, nomme un processus de reféodalisation du lien social. Alors finalement, le compte 100% dans ce tableau, c'est encore très flou, puisqu'en fait ça a été annoncé en avril 2020, fin avril 2025, et que les premiers sont en cours de négociation. Je retiendrai 4 points. Premièrement, comme je vous disais, le COMP concernera non plus seulement 1% de la subvention, mais la totalité du budget. Et donc l'idée même de subvention disparaît derrière celle de contrat. Hein. Et la détermination du montant global est totalement discrétionnaire. Deuxièmement, la performance sera évaluée sur la base d'indicateurs quantitatifs. 8 définis nationalement viennent d'être officialisés par une note du ministère au rectorat, aux différents rectorats la semaine dernière. La conception de ce qu'est la performance, en fait, n'est pas du tout explicitée. En revanche, on peut la lire derrière les indicateurs qui sont proposés, imposés dans les comptes. Et donc, je vous en cite quelques-uns.
je cite, hein, le nombre de formations transformées parmi les moins performantes selon la réussite et l'insertion professionnelle. Le nombre d'étudiants dans des formations correspondant aux grands défis, le montant financier des contrats européens, le taux de ressources propres. Un plus social, on va dire, mais qui n'est pas très explicité pour l'instant, un indicateur composite sur la vie étudiante. Troisièmement, la non-atteinte de choses importantes à retenir de ces comptes 100%, la non-atteinte des objectifs devrait signifier une diminution du budget, puisqu'il est alloué, je cite, sous réserve de l'atteinte des objectifs, et aucun socle n'est sécurisé, même pas celui de la masse salariale, même pas celui de la masse salariale fonctionnaire, quoi. Voilà. Quatrièmement, on assiste à une territorialisation de l'enseignement supérieur, puisque c'est le recteur de la région académique qui négocie le COMP au nom du ministre. Les discussions se font avec les collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques locaux, dont les représentants des entreprises du territoire. Je cite la note du ministère aussi. Les recteurs pourront ajuster les crédits annuellement selon les engagements de l'établissement et la performance observée. Il s'agit donc d'une part d'une régionalisation de l'offre de formation et de la recherche, et non plus d'un traitement national, et régionalisation pouvant évidemment aboutir à une augmentation des inégalités territoriales. D'autre part, les recteurs et derrière le ministre vont avoir un pouvoir d'orientation et de contrainte sur la politique de chaque établissement bien plus fort. Alors pareil, toutes les possibilités données par cette transformation du mode de financement ne vont certainement pas être activées immédiatement, mais tout semble en place pour qu'elles puissent se réaliser. Ainsi, le compte 100% constitue le point de bascule potentiel concernant la deuxième caractéristique de l'université française, son mode de financement par subvention de l'État. AMU fait partie des 10 établissements expérimentateurs en train d'élaborer leur compte 100%. On pourra y revenir dans la discussion, puisque son compte 100% devrait être voté au conseil d'administration et signé avant l'été. Restent deux caractéristiques plus rapides, parce qu'un peu plus connues et plus simples, de l'université encore en place, mais qui se délitent. La première, c'est le statut de fonctionnaire, je vous disais, d'une grande partie de ces personnels. Nous avons vu que, d'une part, la prise en charge par l'État de la masse salariale fonctionnaire diminue, et que, d'autre part, la part des fonctionnaires diminue et que la part des contractuels augmente. Et puis, la seconde, je vous disais, c'était les droits d'inscription, à la fois modestes et uniformes, fixés par arrêté ministériel. Ainsi, les droits d'inscription hors CVEC, je vous le rappelle, pour si vous n'avez pas les derniers chiffres, mais ils sont actuellement de 178 € pour le diplôme national de licence et de 254 € pour le diplôme national de master. Les diplômes d'université, autrement appelés DU, ont toujours existé, mais les droits d'inscription des DU étaient fixés par établissement, mais ils étaient très marginaux en termes de, ils sont restés très marginaux en termes de nombre pendant très longtemps. Là aussi, trois grands processus vont venir transformer cette situation. Premièrement, l'augmentation des droits d'inscription a d'abord touché les écoles d'ingénieurs. Non, je ne sais pas s'il y a des gens de Polytech, par exemple, par ici. D'abord, celles qui dépendent du ministère des Armées dès 2011, puis celles qui dépendent du ministère de l'Industrie, puis celles qui dépendent du ministère de l'Économie. Les droits d'inscription sont passés d'environ 600 € à 2500 € l'année, voire plus, selon les écoles. L'augmentation tente de s'étendre aux écoles d'ingénieurs sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche et génère des mouvements sociaux, mais locaux, puisque c'est université ou école par école, quoi. Le diplôme d'école d'ingénieur, en fait, avait tout, enfin, semblait être et était à la connaissance du plus grand nombre un diplôme national. Le gouvernement, ces derniers mois, a parlé de le changer de statut pour en faire un diplôme d'établissement, ce qui permettrait justement
que ce soit les établissements qui en fixent les montants. Et puis finalement, il paraîtrait qu'une nouvelle lecture des textes mettrait en évidence que les droits d'inscription n'ont même pas besoin, enfin que le diplôme national n'a même pas besoin d'être reclassé diplôme d'établissement, mais que les droits d'inscription pourraient être librement fixés par les établissements eux-mêmes. Donc ça, c'était le premier point, qui a un processus lourd pour les écoles d'ingénieurs. Deuxièmement, tout le monde en a entendu parler, je pense, c'est la politique de 2018 appelée Bienvenue en France, qui est en train d'augmenter de manière conséquente les droits d'inscription pour les étudiants étrangers non résidents de l'Union européenne. Donc d'environ 170 € en licence, on pourrait passer à 2900 €, pour vous rappeler les données, et de 250 € à master à plus de 3900 €. Chaque université a le droit d'exonérer en fait 10% du total de ses inscrits hors boursiers. En 2025, 10 universités appliquaient totalement cette politique, c'est-à-dire systématiquement ces droits différenciés, comme on les appelle, à tous ces étudiants étrangers hors communautaire. 10 universités, 41 universités exonèrent l'intégralité de ces étudiants étrangers hors communautaire, hors Union européenne, c'est-à-dire que la totalité de ces étudiants étrangers hors communauté européenne représentait moins de 10% de ces étudiants inscrits, donc elles avaient le droit de le faire, et 19 appliquaient des exonérations sur critères. C'est le cas d'AMU, et ça a été le cas d'AMU depuis le début. Je vous rappelle, enfin si vous le savez, que depuis le début de la mise en place de Bienvenue en France, AMU exonérait les ressortissants d'un certain nombre de pays, de 3 catégories de pays: les membres de l'Organisation internationale de la francophonie, les pays les plus défavorisés et les pays du pourtour méditerranéen. Depuis la rentrée 2025-2026, et ça a aussi donné lieu à un mouvement social dans AMU, elle fait payer aux nouveaux arrivants, nouveaux inscrits de ces 3 types de pays, 25% des droits différenciés, ce qui signifie des droits d'inscription de plus de 700 € en licence et de presque 1000 € en master. En thèse, c'est resté les diplômes, les droits d'inscription des étudiants français et européens, quoi. Voilà. Et ça, c'est une des avancées du mouvement social de 2018, qui a fait reculer le gouvernement là-dessus, puisque ça faisait partie de l'attractivité de la science française et que du coup, l'argument avait été audible, quoi. Et troisième élément, on assiste au développement des diplômes d'établissement, ou DE, en particulier au sein des EPE qui sont devenus des grands établissements. Cela se fait souvent sous sans l'appellation officielle de licence et de master, mais plutôt avec celle de bachelor ou de Master of Science, MSc, ce qu'a fait par exemple l'Université de la Côte d'Azur. En sachant que ce n'est pas toujours le cas, certains ont pris les terminologies officielles, malgré tout, et que ces diplômes peuvent donner lieu à validation d'une équivalence vers un diplôme national par une simple procédure dite de validation des études supérieures, ou VES, en passant devant une commission, et que généralement, ces diplômes, même s'ils ne sont pas validés comme diplômes nationaux, confèrent le grade de licence ou de master. Le montant des droits d'inscription pour ces diplômes est décidé par l'établissement. Très souvent, comme c'était le cas, et comme c'est le cas à Sciences Po Paris ou à l'Université Paris-Dauphine, tous deux grands établissements, je vous rappelle, les droits d'inscription sont modulés en fonction des revenus des parents. Cette solution nommée tarification sociale, si vous avez entendu ce terme qui est de plus en plus utilisé, étant présentée comme équitable, et pouvant contribuer à réduire les inégalités. Une autre solution pourrait être d'augmenter la progressivité de l'impôt au niveau national, et ce qui permettrait également d'accroître l'autonomie des étudiants vis-à-vis des revenus de leur famille, puisque les jeunes de plus de 18 ans sont en France largement traités par les politiques publiques comme les enfants de leurs parents.
et les politistes et sociologues spécialistes du champ de la jeunesse, eh bien, parlent d'une politique française familialiste vis-à-vis de la jeunesse, qui les rend dépendantes de leur situation familiale. En termes de droit d'inscription, et j'ai quasiment terminé, eh ben, vous voyez bien qu'il y a une diversification des situations, y compris au sein de la même université, y compris au sein du même amphi ou de la même salle de cours. J'ai oublié, quand je vous ai parlé des écoles d'ingénieurs, j'ai oublié de vous parler, par exemple, le même processus se développe depuis la rentrée dans les ENS, même les écoles normales supérieures s'y mettent aussi. Donc, et une tendance de fond à l'augmentation, donc, qu'on a vu à l'œuvre, mais locale et au cas par cas, et en contournant le cadre existant pour les diplômes nationaux. Donc, que va devenir la grande question, on va dire, ces trois processus vont se poursuivre, enfin, sont en train de se suivre également, mais que va devenir le cadrage national, et donc nos droits d'inscription uniformes pour les diplômes nationaux? Eh bien, deux solutions, on va dire, soit continuer à exister, mais concerner de moins en moins d'étudiants et des formations potentiellement les moins prestigieuses, ou vont-ils eux-mêmes être revus à la hausse? Les gouvernements savent que cette dernière solution peut provoquer des mouvements sociaux de grande ampleur parmi la jeunesse. Ceci étant, les pressions sont fortes et de nombreux rapports vont dans ce sens, y compris des rapports d'institutions publiques, tels que le rapport de la Cour des comptes de novembre 2018 qui préconisait une augmentation en priorité en master, et le rapport produit en janvier 2025 par l'Inspection générale des finances, l'IGF et l'IGAENR, Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, qui préconise d'augmenter, enfin, c'est 4 préconisations, mais celle qu'elle met le plus en avant, c'est d'augmenter les droits d'inscription pour les diplômes nationaux à hauteur des droits différenciés pour les étudiants étrangers hors communauté européenne. Le ministre a déclaré en novembre dernier, peut-être quand il était d'ailleurs auditionné par l'Assemblée nationale ou le Sénat, je ne sais plus, que, je le cite, les conditions politiques pour ouvrir le débat sur les frais d'inscription en LMD ne sont pas réunies, et qu'il était profondément convaincu que pour la prochaine élection présidentielle, il faudra un débat de fond. Donc la question, vous l'imaginez bien, va au-delà de la dimension économique. Payer une somme conséquente pour faire ces études peut renforcer les inégalités sociales et de genre. Cela transforme le rapport des étudiantes et des étudiants à leurs études, pour lesquels on peut s'attendre à ce qu'ils attendent un retour sur investissement. Cela transforme le rapport enseignant-étudiant. Cela transforme le rapport des universités au savoir et place les universités dans une situation de concurrence pour attirer les étudiants. Et au-delà des études et de l'université, cela transforme le rapport des étudiantes et des étudiants à l'avenir, à leur avenir. Un étudiant ou une étudiante anglaise termine aujourd'hui sa licence, simplement la licence, avec environ 50 000 € de dette. C'est donc un dispositif de discipline, pour reprendre les termes de Michel Foucault, ou autrement dit, un dispositif efficace de contrôle de la jeunesse. Donc ma conclusion générale, j'espère avoir montré que ce qui se met en place depuis quasiment 20 ans, et progressivement, on l'a vu, est indubitablement un autre modèle que celui construit après 1968 et 1984. C'est de l'ordre de la sociologie ou des sciences sociales de les analyser. Certains trouvent le nouveau modèle attractif, d'autres le trouvent inacceptable. Je dirais que c'est là que s'arrête la sociologie et que commence la politique. Quel modèle voulons-nous? Ceci étant, la sociologie peut quand même dire que le nouveau modèle ne peut que développer les inégalités entre universités et au sein des universités. Voilà. Très rapidement. Bon, d'abord, je te remercie de l'invitation et ça tombait un peu à pic parce que en fait cette semaine je sors un livre qui s'appelle Science en résistance pour une recherche libre et émancipatrice. Donc ça sort le 6 février et je reparle de tout ça. Je remonte même un peu plus loin
sur les origines de la liberté académique et de la liberté pédagogique. Et c'est même pas, en fait, les attaques actuelles sont des attaques qui sont des acquis qui remontent au Moyen Âge en réalité. Hein. Donc on est vraiment sur un nouveau Moyen Âge d'une certaine manière du point de vue de la liberté académique. Donc on fera un débat d'ailleurs sur les libertés académiques. Je fais un petit peu de promotion là-dessus à 18h30 au Théâtre des Chartreux ce jeudi 5 février avec des chercheurs qui subissent en fait des atteintes contre la liberté académique, notamment sur la question de Gaza, mais pas que. Les atteintes aux libertés académiques sont nombreuses. Alors pourquoi je vous parle de ça en parlant des confs? Parce que tout ce que tu as dit est déjà très complet, et moi je voulais juste apporter le regard un peu politique sur tout ça, sur le pourquoi du comment, et les conséquences quasiment sociales à long terme de tout ça. D'abord, en réalité, ces comptes à 100%, c'est l'aboutissement donc de 20 ans de politique néolibérale, même un peu plus que 20 ans, tu l'as rappelé, ça commence en 84, avec deux objectifs. Le premier, qui n'était pas très clair au début, je pense, pour la communauté scientifique, c'est la reprise en main par le politique de la production du savoir scientifique. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est un peu voilé la face, on s'est dit, bon, ils vont transformer nos modes de fonctionnement, ils vont nous précariser, mais la liberté académique et la liberté pédagogique, elles vont rester. Là, on le voit avec Trump aux États-Unis, mais ça commence à arriver aussi en Europe. En réalité, il y a une vraie volonté de reprise en main du politique. Pour des raisons, en réalité, politiques assez compréhensibles. C'est-à-dire que les scientifiques sont des empêcheurs de tourner en rond. Hein. On l'a vu sur l'écologie, avec le climat. On l'a vu sur les sciences sociales, quand on parle de discrimination, de racisme. Mais on le voit aussi pour les sciences médicales, quand on parle de Covid et de masques, en réalité. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments, dans la période récente, on a vu que pour une grande partie des grands groupes industriels et des grands capitalistes, les scientifiques étaient un problème. Alors, aux États-Unis, il y a Naomi Oreskes a montré dans son excellent livre, qui sont Les Marchands de doute, comment depuis maintenant des décennies, l'industrie du tabac, l'industrie notamment des fossiles, ont essayé d'empêcher les scientifiques de parler et d'instiller le doute dans le débat public. Bon. Et un des premiers à avoir refusé les masques et le confinement, etc., c'est Elon Musk, et qui faisait travailler ces entreprises. Je vous rappelle ça. Bon. Donc c'est une des premières raisons de cette reprise en main politique. La deuxième grande dynamique depuis 20 ans, c'est la volonté de transformer nos services publics pour en faire des délégations de services publics et petit à petit de faire en sorte que ça soit du privé qui fasse ça. Pour deux raisons. D'abord parce que le privé, ça permet de faire du profit, hein, c'est facile. La deuxième raison, c'est qu'ils sont dans une idéologie dans laquelle ils pensent que le privé fait mieux que le public. Bon, ils ont fait ça avec la santé en massifiant assez fortement le recours au privé. D'ailleurs, les médecins sont plus des médecins depuis très longtemps. Hein. Les directeurs d'hôpitaux sont des énarques depuis maintenant les années 80. Et ce qu'on est en train de perdre là, eux l'ont perdu il y a déjà très très longtemps. Bon. Et cette montée en puissance du privé, elle est extrêmement forte, avec des problèmes qu'on pourra discuter. C'est-à-dire que la recherche, ils peuvent pas complètement le déléguer au privé, en tout cas la recherche fondamentale, et donc ils ont un problème là-dessus. Ils en ont conscience. Bon. Et la conséquence de tout ça, comment tout ça s'articule? Eh ben, ça s'articule avec le New Public Management, qui vise à modifier profondément, y compris le public, pour qu'il fonctionne comme du privé. Et alors, quelles sont les grandes lois qui ont permis de mettre en œuvre ça? Tu l'as dit, c'est la LRU, la première vraiment qui cadre tout ça. D'ailleurs, j'avais fait un rapport pour avis sur le projet de loi de finances de 2023, où le rapport, je l'ai fait porter sur les 20 ans de la LRU, et où on a fait une analyse avec les administrateurs de l'Assemblée nationale et pas mal d'auditions sur la LRU. Ensuite, il y a différents outils qui ont permis de mettre en œuvre la mise en concurrence des personnels. C'est d'abord la mise en concurrence pour les moyens, donc c'est l'ANR. C'est pour ça moi je reste complètement contre l'ANR et je demande toujours sa suppression parce que c'est quelque chose qui est en fait une pierre angulaire de la mise en compétition des personnels. Et l'autre outil, c'est la mise en compétition via l'évaluation. Donc c'est l'AERS et l'HERS. Hein, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai réussi à obtenir la suppression de l'HERS en première lecture sur une loi, mais que finalement en deuxième lecture on a perdu. Et la troisième outil dans l'ensemble du panel, ça a été Parcoursup. Mais tu l'as pas dit, en fait, Parcoursup, ça permet, parce qu'il y a une politique de pénurie, de faire en sorte qu'une partie des étudiants n'ont pas de place à l'université. Mais ce qui permet qu'ils aillent dans le privé, c'est la montée en puissance de l'apprentissage. Donc ça, c'est mon rapport pour avis. L'an dernier, on a fait une analyse assez forte de ça. On est passé de 13 à 14%, je crois, de mémoire, là, j'ai plus les chiffres en tête, d'étudiants dans le privé dans les années 2000 à 25% aujourd'hui. Et on a une explosion du privé dans le supérieur ces dernières années.
et qui est vraiment la base de ça, hein, c'est Parcoursup et c'est l'apprentissage. Parce que si vous avez juste Parcoursup, il y a un problème, c'est que les étudiants n'ont pas les moyens d'aller dans le privé pour beaucoup d'entre eux, et les moyens, ils sont donnés par l'apprentissage. Et la politique d'apprentissage qui coûte près de 30 milliards d'euros, c'est France Compétences. Hein, donc c'est plus que le budget de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc quelle est la logique de tout ça ensuite? C'est la contractualisation de plus en plus poussée avec une précarité des personnels et une précarité des financements. Donc ANR, HERS, et dans cette contractualisation, on arrive évidemment au compte qui est l'aboutissement de cette contractualisation. Alors, deux conséquences de tout ça. La première, c'est qu'ils ont organisé la pénurie. Donc ils organisent la pénurie pour que les gens aillent dans le privé et puis pour pousser le public à être de plus en plus efficace, de plus en plus productif, vous voyez bien. Donc ils ont organisé la pénurie, tu as donné les chiffres. Sur la période récente, même sur le PLF de 2026, de ce que j'ai vu là juste avant d'arriver, c'est que c'est moins 11 millions d'euros pour le programme universitaire par rapport à 2025. Donc là, c'est sec. C'est une baisse, c'est même pas une baisse à euro constant, c'est une baisse des moyens. Et avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'augmentation du casse pension, vous voyez ce que c'est? En gros, c'est votre partie de votre salaire qui va à votre retraite. Et soudainement, l'État s'est dit, c'est pas suffisant parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires. C'est normal, ils recrutent de moins en moins. Donc, il y a de moins en moins de fonctionnaires pour payer les retraites des fonctionnaires qui existent. Donc, ils augmentent le taux du casse pension. Et là, ils l'ont augmenté drastiquement. Et donc, comme ils le compensent pas, tous les EPST et France Université sont venus me voir en me disant, mais c'est la cata. On va jamais pouvoir boucler les budgets. Bon. Et ils avaient fait ça avec les mesures Guérini, tu l'as dit. Ils ont fait ça avec l'augmentation du gaz et de l'électricité. Donc, à chaque fois qu'il y a ça, qu'il y a des augmentations, ils ne couvrent pas et ils s'arrangent pour que ça redescende sur les universités par des baisses de recrutement. C'est organisé, en fait, la baisse des recrutements, évidemment. Et l'autonomie des universités permet cette baisse des recrutements. Parce que comme vous êtes autonome pour recruter, en réalité, du coup, dès que vous baissez le budget global, les universités préfèrent de transformer des postes de fonctionnaires en des factures de chauffage. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est la LOLF. La fongibilité asymétrique de la LOLF. Bon. Alors la conséquence, pour conclure, première conséquence, c'est une augmentation des inégalités. Dans un des rapports que j'avais fait, on avait démontré qu'il y avait un rapport de 1 à 4 du budget par étudiant entre les différentes universités. Celle de Nîmes, c'était de mémoire, c'était celle qui était le moins bien dotée, 4 500 € par étudiant, et on monte à 20 000 € par étudiant dans certaines écoles de chimie et certaines universités. Donc il y a vraiment un rapport de 1 à 4 dans le budget. Voilà. D'ailleurs, la ministre de l'époque, Fioraso, était folle furieuse que je publie le tableau tel quel. J'avais mis le tableau en annexe avec tous les dotations par étudiant. Bon. Normalement, après il y a des différences entre disciplines, on pourra en revenir. Normalement, on devrait être sur des budgets similaires. Deuxième conséquence massive, et sur la première, sur cette disparité, ils l'assument. Parce qu'ils assument une différence de signature, une différence d'attractivité, etc. Voilà. Donc ils assument un modèle concurrentiel. Donc quand ça ira au bout, ça sera des frais d'inscription libres et des universités privées. On va pas se mentir, le modèle est celui-là. Bon. Et deuxième conséquence massive, c'était l'objet de mon rapport cette année, c'est sur la souffrance au travail de l'ensemble des personnels, qu'ils soient précaires ou pas d'ailleurs, parce qu'on est tous réellement, on y perd de sens aussi dans notre taf. Bon. Alors quelles sont les alternatives? Juste en une minute. La première chose, c'est de dire que de l'argent, il y en a notamment sur le crédit impôt recherche. Je rappelle que c'est 7,7 milliards d'euros maintenant qui sont donnés aux entreprises sans aucune contrepartie. Et sur la partie ANR IDEX, si on reprend cet argent et qu'on le redistribue aux unités en disant que c'est tant d'euros par agent et par unité, le calcul que j'ai fait dans mon bouquin qui est actualisé, c'est 19 000 €, presque 20 000 € par agent et par unité. Donc vous prenez le nombre d'agents de votre unité, vous multipliez par 20 000 € et vous avez le budget de l'unité pour l'année. Voilà. Et après, à discuter collégialement, c'est pas à donner à un chercheur, ça c'est pas une bonne idée, mais c'est à donner au labo, et démocratiquement, le labo doit discuter de comment il utilise cet argent. Et les projets doivent rester, devraient rester, juste pour les grands équipements et les grandes orientations nationales en recherche finalisée. On peut imaginer qu'il y a encore une partie en mode projet, je ne suis pas complètement défavorable, mais ça devrait rester vraiment l'exception et pas la norme. Dernière chose, par rapport au comp, ce débat sur les budgets d'université, c'est un débat que j'ai eu déjà avec le ministère, j'avais eu avec la seule avec qui on pouvait discuter un peu, c'était Fioraso à l'époque, même si on était en désaccord sur plein de choses, mais au moins elle savait de quoi elle parlait. Et en gros, il y a quand même un sujet sur le budget des universités parce que je sais plus où on en est avec les normes San Remo, mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, avant les comptes, on a une très grande disparité. Donc je sais qu'il y avait pendant longtemps, il y a eu
un groupe de travail au sein de France Université à l'époque, mais voilà, je sais pas ce qu'il a donné, qui avait réfléchi à des normes, parce qu'en fait, les normes, c'est celles que tu as données qui étaient les normes sans vraiment. C'est-à-dire qu'on devrait donner aux universités un budget qui dépend du nombre de salariés, du nombre d'étudiants et du nombre de mètres carrés. Enfin, c'est assez simple. Mais il faut remettre ça voilà. Parce que pour l'instant, là, on avait l'impression que les budgets, la CC, la SCSP, hein, la subvention pour charges pour service public, elle était, on savait pas comment elle était calculée, hein, et il y avait une opacité là-dessus. Donc, ils ont profité d'ailleurs du fait que ça soit opaque et que certaines universités avaient plus et d'autres moins pour dire, ben, on va faire un truc qui est les comptes à 100%, voilà. Alors, le problème de tout ça, à la fin, c'est que même s'ils font des comptes à 100%, à un moment donné, ils peuvent pas dire on arrête de financer l'université. Ils peuvent pas faire ça. Parce que sinon, ça fait une université qui ferme. Je les vois mal faire. Voilà. Donc, on n'en est pas là. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup d'affichage pour poursuivre cette politique de grignotage de notre service public. Moi, je pense tu parlais des frais d'inscription. La dynamique, c'est plutôt de grignoter plutôt que d'attaquer frontalement. C'est à chaque fois qu'ils ont voulu attaquer frontalement, ils se sont pris quand même un retour de bâton. Donc là, ils sont en train de nous cuire à petit feu, à feu doux, petit à petit. Et c'est comme à Orange. Enfin, vous avez Orange, La Poste. Petit à petit, il n'y a plus de fonctionnaires. Petit à petit, c'est que des précaires. Et à la fin, les derniers fonctionnaires, on fait du harcèlement syndical. Ça arrive là, à La Poste et à Orange, je suis des dossiers. Et à la fin, on les fait partir. On se part pas à la retraite. Donc, je pense qu'ils vont plutôt aller vers ce grignotage, c'est mon point de vue. Mais voilà. C'est quelque chose.